Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Strapologie. Avant de vous présenter mes deux invités du jour, je voulais remercier le sponsor qui n'est autre que la NR-Fight. La NR-Fight, c'est quoi? C'est les spécialistes de la lutte à livrer, donc le combat au sol sans le kimono, avec 3 clubs sur Paris, 1 sur Nancy. Vous avez des cours dès l'âge de 4 ans pour les enfants, mais aussi des cours débutants pour ceux qui démarrent. Vous pouvez rester entre débutants. Donc 3 clubs sur Paris, des profs formés et diplômés qui suivent la progression pédagogique de Nicolas Régnier, 6 fois vétéran ADCC. N'hésitez pas, je vous mets les infos des clubs dans la description, leur site, l'Instagram. Et merci encore à Nicolas. On passe à la présentation des invités. On va commencer par Aurélie. Aurélie, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore dans le monde du JJB. Voilà, si tu peux nous dire qui tu es au niveau sportif et un petit peu nous parler de ton palmarès qui commence à être chargé. Bonjour à tous. Déjà, c'est un plaisir d'être sur ton podcast, Florian. C'est une découverte aussi pour nous. Et merci aussi à Nicolas qui a sponsorisé pour qu'on puisse aboutir à produire quelque chose aujourd'hui. Merci beaucoup, Nico. Ça fait plaisir. Et alors, me concernant, donc, je m'appelle Aurélie Leverne. Je suis originaire du sud de la France. J'ai déménagé en Guyane française en 2016. Et c'est là-bas que j'ai commencé à pratiquer du jiu-jitsu brésilien. Donc où j'ai connu aussi Tyrone, qui est mon professeur depuis ma ceinture blanche et qui m'a formé jusqu'à ma ceinture noire aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai performé depuis mes ceintures de couleur. Donc tu demandais mon palmarès, mais souvent j'ai des trous de mémoire. Des fois, c'est lui qui m'aide à me rappeler. Mais j'ai été championne du monde dans toutes mes ceintures, sauf la noire. Très, très fort. J'ai été championne du monde en bleu, en violet, en marron. En noir, tu as fait? J'ai fait une 3e place. Ouais, voilà. Il y a 3 ans, je crois, déjà. Ok. Enfin, la première année de ma ceinture noire. Ok. Et ensuite, j'ai été championne d'Europe en bleu 2 fois. En violet, non, parce que c'était le Covid, on n'avait pas fait. Et en marron, j'ai été championne d'Europe aussi. J'ai été championne panaméricain en bleu, en violet, non, hein? Oui, en violet. En violet, en marron. Ouais, en pan, j'ai été championne de toutes mes ceintures aussi. En marron, double gold. En marron, j'ai été double gold. Ça a été une des plus belles performances en marron, le Paname. Ouais, j'étais dans une forme internationale. C'était trop bien. Et sinon, du coup, dans ma noire, j'étais championne d'Europe à Paris, dans l'édition qu'il y a eu ici des championnats IBJJF qui sont venus à Paris. Et ensuite, j'ai fait, donc en 2025, cette année. J'ai fait une 3e place presque à tous les gros événements. J'ai perdu en demi. Enfin, bon, si on voit le côté positif, c'est que j'ai quand même réussi à performer sur les 3 gros événements en noir. Donc, les 4, puisque c'est la première année que je faisais le Brasileiro aussi, le championnat national du Brésil. Et ouais, j'ai fait une 3e place aux Europes. Non, t'as perdu en finale, Aurélie. Ah ouais, j'ai fait une 2e place. T'as fait 2 aux Europes, au Pan et au Brasileiro. Ouais, c'est ça. Il y a trop de titres, elle sait plus. Ah ouais. C'est beau. Non, mais c'est que quand je gagne pas la première place, je suis fanée, du coup j'oublie. Je passe à la suite. Il faut de l'assistance. Mais c'est déjà très fort, bravo. Hein. C'est le meilleur t'attend encore. Ouais, c'est ça. Après, bon, en tout cas, mon palmarès Nogi commence à grandir aussi, puisqu'en Nogi... Qu'est-ce que tu as fait à ADCC? J'ai gagné les trials en février 2024. Ensuite, j'ai gagné tous les plus gros événements en Nogi en fait en 2024, puisque j'ai gagné un double gold aussi aux européennes là qui sont maintenant, que je vais pas pouvoir combattre parce que je suis sous contrat UFC. Et parce que je vais combattre, donc le plus gros info c'est quand même mon combat du 11 décembre. Aïe, le croustille. Ouais. Où je vais combattre, ça va être quelque chose d'historique d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'UFC BJJ, c'est donc aussi quelque chose qui est assez récent, où Dana White, il a commencé à mettre de l'argent pour développer la partie du jiu-jitsu brésilien. Mais en fait, ils ont tout copié sur l'UFC. C'est-à-dire que c'est du jiu-jitsu brésilien, mais format UFC, quoi. C'est-à-dire que la finalisation, c'est le KO. Donc en fait, même les règles sont aussi en relation avec beaucoup plus de combativité, etc. et beaucoup plus d'action. Trop bien. Où il n'y a plus toutes ces règles
tu sais, IBJF, où tu renverses et l'autre, il renverse, il a renversé un dernier, il a gagné. Non. Là, c'est vraiment les actions décisives vers la finalisation. Donc ça correspond beaucoup plus à mon jeu. Et voilà, donc c'est le 11 décembre, ça sera en live sur YouTube. Trop bien. Et pourquoi c'est historique aussi? Parce que c'est la première fois qu'il y a une ceinture de la division qui est mise en jeu et c'est moi qui vais la défendre contre Raquel Canuto, donc, qui a plus de victoires à son palmarès dans notre division de l'UFC BJJ parce qu'elle a plus combattu que moi. Ok. Mais bon, voilà, après moi j'avais combattu la première fois, c'était contre Elena Crevard, en février aussi d'ailleurs, de l'année où j'ai gagné mes trials, où j'ai combattu d'ailleurs avec mes 2 pieds bandés parce que j'avais pété mon talon, j'avais pris une clé de talon chez Melki là, quand je faisais le camp d'entraînement. Ok. Et j'ai d'ailleurs gagné les trials avec une grosse blessure. Et ensuite j'ai perdu contre Elena Crevard parce que j'avais fait une stratégie où je m'étais mis dans la tête, faut pas qu'elle prenne mon pied, parce qu'en plus je venais de me blesser. Et c'est une spécialiste des pieds. Ouais. Et j'ai quand même réussi parce qu'elle n'a pas pris mon pied, mais j'ai perdu la décision. Okay. Mon combat n'était pas fabuleux. J'ai pas réussi trop à me retrouver. Je suis un peu en train de divaguer sur ta question. Non, mais vas-y, on est là pour ça. Et oui, parce que tu fais beaucoup de choses après. C'est ça. C'est ça. Et ouais, donc je te parlais de mon palmarès Nogi, mais c'était à travers ça. Donc c'est-à-dire que j'avais perdu pour Crevard. Mais il faut savoir que c'était aussi mon premier super fight de ma carrière. UFC direct. Et Crevard aujourd'hui, c'est un peu la top dans sa catégorie. Mais je pouvais pas, tu vois, ne pas prendre le combat parce que j'allais apparaître pour la première fois à l'UFC. Ouais. Et c'était contre Crevard. Donc c'était la misère aussi. Donc voilà, j'étais tétanisée, honnêtement. C'était mon premier super fight, c'était beaucoup d'émotions. Et j'ai fait une grosse cut aussi parce que je suis descendue en moins de 65. Et moi, je pèse, il faut savoir que je pèse dans mes jours où je fais pas de jet et tout, je pèse jusqu'à 72, 74. Quoi. Après la pâtisserie. Après, c'est le Grolet quand je suis passée à Paris. Là, ça monte. Ouais. Non, mais et sinon, après, donc il y a eu... comme j'ai été sélectionnée, j'ai mis tout mon focus sur la DCC puisque je suis vétéran aussi, comme Nicolas Régnier pour la première fois. Et j'ai su hier, d'ailleurs, grâce à Adam, à Air Fight, il m'a dit « Mais tu sais que ça faisait 13 ans que personne n'avait combattu à la DCC en tant que Français. » Et que donc le dernier qui a combattu à la DCC et qui a gagné un trial, c'est Nicolas Régnier. Après, c'est moi, en fait. J'ai dit, ah ouais, putain, c'est impressionnant. Super. Bravo, hein. Ouais. Incroyable. Félicitations. Ouais, merci. Donc là, prochaine échéance, UFC, donc pour toi. Voilà, c'est ça. Trop exactement. Bien. Et entre-temps, j'ai gagné aussi, donc dans mon palmarès Nogi, pour terminer sur cette fameuse question, j'ai gagné, donc la DCC, j'ai perdu au premier tour parce que j'ai repris Elena Crevard. Bon, bref. C'est une autre histoire, j'en parlerai peut-être plus tard. Oui. Voilà. Et ensuite, il y a eu les Europes Nogi d'octobre, là. J'étais en France, dans le sud, parce que ma mère est très malade. Et du coup, je suis allée m'occuper d'elle un mois. Et je dis, écoute, tant qu'à faire, je vais combattre. Parce qu'au moins, je me mets un truc pour me motiver. Parce que dans cette ambiance d'hôpitaux et tout, c'est la misère. Je suis allée, j'ai gagné un double gold là-bas. Wow, trop bien. Incroyable. Et j'ai fini par... j'ai signé un contrat ADXC, puisque c'était l'ADXC Rio, en novembre. Juste après les championnats d'Europe, du coup. Et j'ai gagné contre Ana Carolina Vieira, qui venait de gagner ma division à la DCC. C'est fort. Ouais. Et donc, j'ai gagné à Rio. En plus, chez elle, il y avait Rodolfo Vieira qui combattait dans le card, son frère. Et c'était monstrueux, quoi. C'était vraiment monstrueux. Je m'étais vraiment préparée comme une bête pour ce combat-là. J'avais fait un cardio de fou avec Italo Villardo, qui est mon préparateur physique. Et voilà, après tout s'est enchaîné. Du coup, l'UFC m'a recontacté. J'ai commencé à recombattre pour eux, puisqu'à la suite, j'ai gagné cet été, en juillet, l'UFC BJJ 2 ou 3 2, puisque le 3 c'était octobre et là c'est le 4. Oui. Contre notre ami Magui. Voilà, et c'est ça qui a fait un peu aussi le buzz, puisque j'ai gagné en moins d'1 minute par soumission. Donc là, tout de suite, ils ont réfléchi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu ce contrat-là pour la ceinture de la division en novembre. T'as fait ce qu'il fallait, ouais. Spectacle, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. UFC, on connaît. Hein. C'est génial, t'imagines même pas, franchement. Et Ana Carolina, pour toi, c'est ton plus gros exploit? Ta plus belle perf, plutôt? J'en parlais récemment. Hier encore, avec, on est allé s'entraîner chez Nico, justement, avec... Adam, j'en parlais avec Adam, je crois aussi. Et Nico, hein, c'est ça? Filipponi, Nico. Oui. À chaque fois, j'hésite sur le prénom.
Je sais que c'est Philipponi, mais je l'appelle Philipponi à chaque fois. Et puis, donc, qu'est-ce que je disais? Je disais, ouais, mais en fait, quand j'ai combattu Anna Carolina Vieira, elle venait de gagner la DCC. Et on a rigolé en disant, ouais, ben, par procuration, c'est comme si tu avais gagné la DCC. Je dis, ben non, quand même pas, mais franchement, c'est fort. Incroyable. Je suis satisfaite et ça m'a vraiment fait du bien mentalement. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un gros camp d'entraînement chez Melky Galvan pendant 2 mois, juillet-août, avant la DCC. Et j'ai vraiment vécu une hype de fou parce que j'ai vraiment beaucoup appris de lutte, debout. J'ai vraiment affiné des techniques où j'ai vraiment pris un niveau de technique de malade. J'étais vraiment super satisfaite et je vivais vraiment ma vie d'athlète 100% à DCC. Tu vois, je me levais à DCC, je me couchais à DCC. Ouais. Je faisais aucun job en plus pour l'école ou pour mes papiers, même perso, tu vois. J'étais vraiment en mode entraînement, récup, manger, peser, faire le poids. Oh, c'était trop bien. Donc, du coup, quand j'ai perdu le premier tour pour Léna Crevard, ça a tout détruit dans ma tête, quoi. Donc, c'était dur de repartir de ça. Mais en fait, ce combat-là, il est arrivé super bien parce qu'en fait, c'était mon opportunité pour mettre tout ce que j'avais appris en pratique. Et j'étais solide et je me suis dit, non, mais je peux pas perdre ce combat. Tu vois, j'avais mis dans ma tête que déjà, je voulais que ce combat arrive au premier combat de la DCC. J'aurais aimé la prendre à Caroline Vieira au premier combat à la place d'Elena Crevard. Bon, c'est passé comme ça s'est passé. J'ai réussi à gagner dans la cage. En plus, la cage, ça favorisait vraiment mon jeu, qui est un jeu de pression, tu vois. Donc là, elle ne pouvait pas fuir, donc je ne pouvais pas terminer les actions dehors et revenir au milieu. Donc ouais, franchement, c'était une super opportunité pour moi. Et de gagner ça, ça m'a remis vraiment la motivation, tu vois. Ça t'enlève le doute, tu sais que ça, exactement. Tu dis, mais en fait, oui, je suis au niveau. Je suis au niveau, j'y suis. Ouais. Ça m'a remis tout en haut de ma vibe personnelle, hein, rien à voir avec elle ou avec quelqu'un d'autre, mais... Ouais, ça m'a remis dans le rail de putain, ouais, je veux performer encore, et jusqu'où je peux aller, quoi. Allons voir jusqu'où je peux aller vraiment. Parce que si j'étais capable de la battre et qu'elle a gagné la DCC, ben ok, ça veut dire que j'ai les capacités. Je l'ai senti, la fille, tu vois. Je l'ai senti, j'ai senti qu'elle n'était pas plus forte que moi, j'ai senti qu'elle n'était pas plus technique que moi. Donc en fait, tous les possibles s'ouvrent à nouveau et c'est magique, quoi. Trop bien, bravo. Merci. Tu nous parleras après un petit peu de ce club-là où s'entraîne aussi Nicolas. Ouais. Je pense qu'il y a un niveau qui est juste fou là-bas, j'imagine. On va passer à notre deuxième invité. Oui. Il me fait peur, j'aime pas quand il me regarde comme ça. Tyrone, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, je m'appelle Tyrone Gonzalez. Je suis pratiquant de jiu-jitsu brésilien maintenant il y a 18 ans. Donc presque 14 ans de ceinture noire. Et je vis en Guyane française, où j'ai commencé mes premiers pas dans le sport. Et depuis, j'y suis. Donc, après, au niveau compétition, j'ai toujours aimé la compétition. Et puis, j'ai fait ma première compète à Rio, d'ailleurs à Rio, après 2 mois d'entraînement. Ok. Donc, aujourd'hui, ce qui est le Rio Open. Oui. Donc voilà, je suis tout de suite tombé dedans, quoi, et ça m'a permis de me développer moi personnellement, de me connaître de plus en plus, etc. Et depuis, j'y suis, quoi. Donc aujourd'hui, avec Anthony Albertini, nous sommes les pionniers du jiu-jitsu brésilien en Guyane française. Donc lui, il est à Kourou et moi, je suis à Cayenne, qui est la ville capitale. Aujourd'hui, on a, grâce à notre élève Frédéric Cocasson, que je remercierai pour toujours, quoi, de faire voir le jour un projet personnel. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre local, on a une exclusivité dans ce local-là qu'on a fait construire à travers de différentes aides de certains professionnels comme SM Construction, Point Bois, etc. Okay. Donc aujourd'hui, on a un dojo d'à peu près d'un peu plus de 200 mètres carrés. 200 mètres carrés de tapis? Oui. Ah oui. Donc, mais c'est en mode Guyane, quoi. C'est un carbet ouvert. C'est un carbet ouvert dans une propriété privée, en fait. À 2 minutes de la plage. Donc c'est une autre vie. C'est le rêve, quoi. Et donc, je suis en tête de ce projet-là.
On est à peu près un peu plus de 200 adhérents maintenant que le dojo il accueille. Donc, avec l'aide d'Aurélie et les autres professeurs qui se sont associés à ce projet-là, eh ben, on fait tourner le club d'une façon très harmonieuse, où tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde retrouve son intérêt de faire partie de ce projet-là, quoi. Après, en termes de performance, Florian, dis-nous tout. Écoute, en ceinture noire, en kimono, j'ai déjà fait vice-champion d'Europe, IBJJF, j'ai déjà été champion des Panams, j'ai déjà fait troisième au Brasileiro. Dans la catégorie, j'ai déjà été vice-champion absolute Brasileiro. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses. Ça fait quand même 14 ans. Donc, après, en Nogi, j'ai déjà gagné. J'ai fait vice-champion l'année dernière aux Europes. J'ai déjà été champion des Brasileiros aussi, Nogi. J'ai déjà été champion de quelques Open ADCC au Brésil. Quoi d'autre? Après, j'ai déjà gagné de multiples Open IBJJF, tu vois, un peu partout. Tout enchaîné. Tu as eu un titre mondial à l'époque aussi, quand même, non? Oui, j'ai déjà été 2 fois champion du monde d'une fédération brésilienne, de la CBJJE, la Confédération sportive du Brésil. J'ai déjà été 2 fois champion du monde en ceinture noire, en adulte. Et t'as combattu des grands noms aussi. Bon, voilà, quoi. Ouais, j'ai combattu des grands noms. Ouais. Voilà. C'est quoi pour toi ta plus belle performance? On en parlait tout à l'heure pour Aurélie, mais est-ce que toi, tu as un nom comme ça qui te revient, que tu as réussi à battre, où tu te sens fier, ou juste une compétition où tu te sens... un nom en particulier, non. J'ai pas forcément un nom, mais j'ai un événement, justement le Brasileiro, là. Le Brasileiro en 2023, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur championnat, enfin, des souvenirs que j'ai. Ça a été le meilleur événement pour moi. J'avais le feu, quoi. Ouais, je voulais tout démonter. Il y a des jours comme ça. C'est parce que j'étais pas là, je crois. J'ai fait 8 ou 9 combats dans la journée, tu vois. Ah ouais. Bah oui, et en fin de compte, j'étais prêt à en faire d'autres. J'étais dégoûté de la façon que j'ai perdu la finale, parce que j'ai perdu la finale, je pense que d'un avantage. Le gars, c'était un super heavy ou un ultra heavy, je me rappelle plus. Et en fin de compte, il voulait pas se bagarrer. Et je l'ai chassé pendant 6 minutes. Et en fin de compte, il a réussi à faire un avantage, il a bloqué le jeu. Bon, ça fait partie du jeu. Hein. Mais moi, je voulais faire la bagarre et tout. Et un peu frustré, là, sur la fin. Donc, voilà, pour moi, ça a été la meilleure performance en kimono. Sans kimono, je pourrais dire que ça a été un Open ADCC que j'ai fait au Brésil, à Natal. Où pareil, j'ai fait 8 combats dans la journée. Mais en fin de compte, après le 4e, parce que j'ai fait 2 catégories. Donc j'ai fait Nicolas Renier, il y était, quoi. J'ai fait la catégorie master. Et quand j'étais en train de récupérer la médaille sur le podium, on m'appelle déjà Tyrone, il faut venir se présenter pour le premier combat adulte et tout. Les deux, et en fin de compte, j'ai enchaîné tous les combats, quoi. Donc, et surtout la finale, il y avait beaucoup d'enjeux, tu vois. Quand je suis en France, on me prend pour un Brésilien, tu vois, mais quand je suis au Brésil, on me prend pour un Français. Donc, juste l'anecdote, hein, je suis né au Brésil et je suis parti en Guyane parce que mes parents ont déménagé là-bas, et depuis l'âge de 2 ans. Donc, en fin de compte, j'ai toute mon éducation et ma culture qui vient de Guyane. Tu vois, donc ma première langue, c'est le français et pas le portugais. J'ai fini par apprendre le portugais avec ma mère. Et voilà, quoi. Donc, brésilienne. pardon?
parce que ta mère est brésilienne. Oui, parce que ma mère, elle est brésilienne, oui. Et mon père, il est anglais. Ok. Donc, Tu parles aussi anglais. ouais, je parle anglais En couramment. créole aussi, du coup, pour la gueule. Ouais. Donc, c'est un peu ça l'anecdote de ce championnat-là. Tu vois, les gars, ils avaient vu le drapeau de la France Oui. sur l'écran et tout. Et voulaient ta peau. puis, Ouais, ouais, c'est ça, le celui-là. gringo et tout, il a rien à Gringo, faire là ouais, et ouais. tout. Et en fin de compte, enfin, j'ai pas, c'est épinglé sur mon mur d'Instagram, le combat, si Je tu vais veux aller jeter un voir coup ça. d'œil. J'irai voir ça. Donc, c'était un peu le Ok. feu, quoi. Voilà. Ok. Merci, Tyrone. De rien. Alors, première question, premier débat. Comment arrive-t-on dans ce sport au top niveau, là où tu es aujourd'hui? Tu fais partie quand même je pense, du top 5, on peut le dire, top 5 mondial dans ta caté, top 10. Allez, top 10 pour faire large, pour être Ouais, gentil. écoute, ça dépend de quel... Oui. De quel... comment tu dis encore classement tu prends, quoi. Mais... Comment, d'après toi, tu arrives à ça? Est-ce que c'est juste du travail? Est-ce qu'il faut quand même avoir une part où tu as une compréhension peut-être plus rapide que les autres? Est-ce que une part de génétique? Peut-être je sais pas, moi par exemple, je suis très souple de base, donc ça m'a toujours aidé dans le JJB. Est-ce qu'il y a tout ça qui rentre en jeu? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est juste une mentalité? Parce que parfois on est là, on se met tout seul des barrières. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, comment tu as ressenti ce hissement comme ça jusqu'en haut du panier, quoi? Ouais. Ben écoute, moi je pense qu'il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très terre à terre, on va dire, dans le sens où il n'y a pas vraiment. Ce qui est difficile pour arriver au top, c'est qu'il n'y a pas de plan en fait, tu vois. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de livre qui va t'expliquer comment y arriver. Ça, c'est quelque chose qui frustre assez les gens, notamment nous en France, parce qu'on est habitué à nous dire ouais, mais si tu veux faire telle chose, tu dois faire ça. Alors que pour le haut niveau, dans n'importe quelle discipline, hein, je pense que c'est pas que pour le jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas vraiment un plan qui mène au succès. Je pense que c'est des étapes et en tout cas des zones de travail que tu dois investir et où tu dois suivre des gens en fait qui vont te dire quoi faire. Mais dans chaque, on va dire, dans chaque thème, on va dire par exemple la préparation physique. En fait, dans chaque thème, par exemple, que je vais te citer là, je vais essayer de les résumer. Il faut que tu cherches la meilleure personne qui va pouvoir te guider dans ce domaine-là jusqu'en haut. Pour toi, c'est l'entourage qui prime? C'est l'équipe et c'est le travail total, on va dire, la somme de travail de chacun des domaines, on va dire. D'accord. Pour moi. Et sauf qu'il ne faut pas évincer un seul des domaines. Tu vois, c'est comme si tu as des matières à la fac que tu dois travailler pour ton évaluation. Et tu vas toutes les travailler. Tu ne vas pas faire d'impasse sur aucun sujet. Mais ça ne te garantira pas que tu vas réussir ton examen. Tu vois. Donc là, c'est la même chose pour moi, en fait. J'ai toujours vu ça un peu comme un parcours scolaire. Comme je suis assez terre à terre, ça m'a aidé à avancer. Mais voilà, pour moi, les matières dans lesquelles il faut que tu performes, c'est plusieurs. C'est donc le physique, on va dire que c'est le plus facile. Que ce soit le physique à la salle, en termes de développement musculaire, ou physique, on va dire, de développement des caractères de la performance humaine. Donc, aussi bien force, vitesse, explosivité, endurance, cardio. En fait, chaque carte, il faut qu'elle soit au top. Donc, j'imagine déjà rien que ça, c'est un domaine. Ensuite, tu as le domaine physique, mais du jiu-jitsu. Donc, c'est-à-dire, il faut que tu sois aussi bien technique, il faut que tu sois complet. Donc, il faut que tu sois technique en bas, il faut que tu sois technique en haut. Il faut que tu sois technique dans les soumissions, il faut que tu sois technique dans tes vitesses de passage de garde. En fait, tu combines aussi chaque domaine l'un entre eux. Imagine. Après, il faut que tu sois au top dans le domaine de la mentalité. C'est-à-dire que il faut que ton esprit il soit aussi travaillé que ton corps. C'est-à-dire que il faut que tu connaisses aussi ton fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que ton physique, c'est facile. Tu vas aller à la salle, tu vas faire des biceps, ton biceps il va grossir. Parce que tu auras fait tant de répétitions à tant de poids, parce que ton préparateur physique t'a dit de faire ça. Maintenant, est-ce que tu sais me dire la même chose sur ton cerveau? Le cerveau, il fonctionne comment? Avec des pensées. Tu as des pensées en permanence. Donc, tes pensées, comment tu les gères? Est-ce que tu sais que tu penses à quoi tout le temps? Est-ce que tu prends en compte les moments où tu penses et les moments où tu dois te reposer? Parce que les moments où tu dois reposer tes muscles, c'est facile.
tu arrêtes de t'entraîner, tu vas dormir ou tu as pris une BCA ou, je sais pas moi, tu as pris des électrolytes, tu as tout géré pour que ton corps y récupère, mais tu as fait un massage, tu as fait de la physiothérapie, tu as aussi des soigneurs, c'est-à-dire que tu as un médecin, tu as un physiothérapeute qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font et qui sont compétents. Et donc, tu as récupéré, tu es opérationnel pour le lendemain faire une nouvelle séance. Mais tes pensées, c'est pas tout le monde qui est capable de dire « ouais, je suis reposé mentalement, je suis opérationnel, j'ai fait ma méditation ». Et tout ça, c'est quoi? C'est de la préparation mentale, de la visualisation, du repos, de la pleine conscience, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est un domaine à part entière. Et c'est peut-être un des plus négligés, on va dire. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, tu as la partie aussi du coach, par exemple, qui va être la personne qui va, on va dire coach, et aussi tout ce qui est management, plan de ton année de compétition, tu sais, toute la partie qu'il faut que tu planifies pour être pas juste envoyer à la grosse compétition. Voilà, c'est pas juste « ah, je vais faire celle-là, et si je suis motivé que je gagne, je vais faire celle-là ». Donc ça, c'est s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup de... Dans cette matière-là, on va dire, comme je dis ça sur des matières, je mets aussi le choix de ton école, le choix de ton professeur, en anglais, c'est legacy, mais comment tu dis en français? Héritage. L'héritage, ou aussi la loyauté que tu vas porter à ton école, c'est-à-dire les valeurs qu'elle véhicule. Tu vois, par exemple, moi, je suis Six Blade. Depuis mes débuts. Alors non, sauf l'année de blanche parce qu'on était en transition, mais on est rentré chez Ribeiro, d'Ema Bleu, et Ribeiro ensuite, Alexandre et Saulo, ils se sont séparés, est devenu la Six Blade du côté de Change et est resté la Ribeiro du côté de Saulo, mais c'est les mêmes valeurs qui sont, etc., tu vois, qui sont développées, etc. Donc ça, c'est quelque chose que depuis le début, moi, je sais pour qui je travaille, parce que c'est un travail aussi, ça je pense que c'est toujours dans cette matière-là que je le mets, c'est-à-dire de faire prendre la place nécessaire à ce que tu cherches. Tu peux pas te dire « ouais, je vais faire le championnat du monde et je veux être champion du monde, mais pour moi, c'est qu'un amusement ». Non, un championnat du monde, tu veux gagner un championnat du monde, tu dois te placer comme un professionnel. Et ce, depuis les ceintures de couleur. Et c'est ça aussi qui est difficile, c'est-à-dire que des fois, tu te visualises pas assez en tant qu'un athlète, tu vois, et parce que il faut faire aussi la part des choses du fait que, eh ben oui, c'est clair qu'en France, c'est difficile de se positionner comme ça, parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas une discipline olympique, on n'a pas de liste d'athlètes de haut niveau. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma carrière, pas beaucoup de problèmes, mais j'ai eu beaucoup d'étapes dans lesquelles j'ai dû passer pour me rendre compte que oui, j'étais une athlète de haut niveau, même si j'étais pas sur des listes ministérielles et qu'on m'a dit de face à face, mais Aurélie, tu rêves, t'es pas une athlète, toi, le jiu-jitsu, de toute façon, ça n'existe pas, tu vois. Donc, c'est vraiment se positionner comme tel pour pouvoir investir toutes les matières et le faire correctement, tu vois. Et ensuite, alors bon, je sais pas si j'en ai oublié une ou pas, peut-être ça me reviendra après si j'ai oublié quelque chose, mais en tout cas, c'est la coordination entre tout ça. Qui va faire cette coordination pour toi? Et comment tu vas écouter cette personne? Et moi, cette personne, aujourd'hui, elle est à côté de moi, tu vois, c'est Tyron qui fait ça depuis mes débuts. Alors certes, c'est pas tout rose tous les jours, parce que forcément, quand cette personne que tu t'es identifiée à elle comme étant ta personne de référence, il faut que ce soit une personne de confiance, mais il faut aussi que tu communiques avec cette personne pour lui dire, voilà, moi, où je veux aller. Moi, depuis le début, c'est, écoute, Tyron, regarde, moi, je veux aller jusqu'au plus haut. Amène-moi jusqu'au plus haut que je peux performer. Je veux voir jusqu'où je peux aller dans cette atteinte de mes rêves, de devenir la meilleure dans ma discipline, tu vois. Donc, c'est établir, en fait, au final, l'objectif de tout ça, tu vois. Est-ce que c'est un master en 5 ans? Est-ce que c'est un doctorat? Est-ce que c'est une licence en 3 ans? Est-ce que tu veux juste être... tu vois, on va dire, est-ce que tu vois d'avoir gagné tel événement, ça va te satisfaire et c'est ça ton objectif? Ou est-ce que derrière, tu veux en faire ça de ta vie? C'est quoi ton plan de carrière? Il faut savoir que si tu veux performer, tu ne peux pas te dire juste, ouais, c'est l'objectif, c'est de performer. Parce que derrière, tu vas performer et derrière, ton monde il va s'écrouler. Tu vois, c'est pas possible. Donc ça veut dire, est-ce que tu vas te former en tant que prof? Est-ce que tu vas transmettre ensuite toi-même ton savoir? Est-ce que tu vas toi-même continuer peut-être à transmettre la partie physique d'entraînement? Tu veux devenir entraîneur de gens pour les faire performer à leur tour, qui n'est pas pareil que d'ouvrir une école, par exemple. Mais disons que, ouais, je pense que ce qui fait ma performance aujourd'hui,
c'est cette capacité peut-être à encaisser énormément de travail sur différentes matières qui demandent chacune beaucoup, et où peut-être, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à s'investir un peu dans chaque et qui vont laisser des gros trous, en fait, ou tout au moins qui vont peut-être faire des omissions et qui va leur faire qui vont peut-être louper leur performance. Pas forcément louper leur performance, mais tout au moins qui vont pas réussir à trouver une satisfaction dans ce qu'ils font. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, j'arrive au top et c'est un de mes objectifs et c'est super gratifiant d'être là. Mais encore faut-il pouvoir s'en défaire pour voir ça et s'en rendre compte et remercier, tu vois, que tout mon travail, en fait, paye finalement. Et c'est ça qui va te faire dire ah ouais, mais en fait, ça fait fermer la bouche aussi d'un tel qui m'avait dit ça, d'un tel qui m'avait dit que j'arriverais pas à faire ça, ou le fait est juste que les gens pensent que c'est pas possible. Tu vois, moi, je pense que la croyance, enfin, tout au moins, il y a une partie de foi, alors pas religieuse, mais une partie de croire en soi, de croire en qui tu veux devenir, de pouvoir être loin dans la vision de ce que la performance va amener dans ta vie et dans celle des autres, en fait. Tu vois ? Parce que pour moi, c'est plus que simplement gagner un championnat. C'est-à-dire, une fois que tu as gagné, après, tu vas faire quoi avec ça ? Il faut faire briller les autres, en fait. Tu vois ? Et c'est ça qu'aujourd'hui, je pense qui m'aide énormément à aller vers le succès, en tout cas. C'est que j'estime être dans une voie juste, droite, et qui puisse ensuite aider les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est un aboutissement, je pense, de la création de ce parcours-là qui me tient à cœur, quoi. Et qui est tout avec un lien et qui touche au fond, dans le cœur, tu vois, de cette volonté d'y arriver parce que tout est bien ensemble et accroché, un maillon après l'autre. Tu vois, il n'y a rien qui est un peu au hasard. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ouais, j'ai l'impression quand même le côté mental, pour toi, prend un peu le dessus. J'ai l'impression, quand je t'entends parler. Ben bien sûr, parce qu'en fait, c'est trop facile de s'entraîner physiquement. Tu vois, tu vas à la salle, une fois que t'as pris la on te dit, ton préparateur physique, il te dit, tu vas faire 5 séries de 12 répétitions avec tant de kilos. Ben, franchement, si tu le fais pas, t'es gogol, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais la préparation mentale, même, enfin, je veux dire, c'est vraiment plus difficile parce que c'est très subtil, c'est pas aussi physique qu'un poids de 5 kilos. Tu vois, la préparation mentale, ça regroupe beaucoup de choses. En fait, c'est une thérapie de vie. C'est-à-dire que si tu n'entreprends pas d'être bien avec toi-même, tu pourras pas performer. Il y a au bout d'un moment, peut-être, je sais pas moi, un truc de ta vie personnelle qui va arriver sur le tapis. Ah bah peut-être t'es pas bien à l'endroit où tu vis, tu vois. On avait parlé d'un cas comme ça récemment. T'es pas bien dans l'endroit où tu vis. Mais si tu règles pas ce truc-là dans ta tête, ça bougera pas. Ouais. Ça va pas bouger. Et le jour de la compétition, eh ben, il y aura un truc qui va faire que ça va pas, et c'est peut-être ça. Et donc, ça veut dire que tu as laissé un truc sans surveillance, en fait, sur le feu, tu vois. C'est intéressant. Et c'est intéressant le fait aussi que tu vois ça comme un peu des matières, comme tu dis. C'est super intéressant. Toujours de demander, j'aime bien demander comme ça aux gens à très haut niveau. Ils ont chacun un petit peu leur vision. Toi, c'est un peu scolaire, comme tu dis. Ouais, c'est ça, c'est un peu scolaire. Ouais, c'est super intéressant de se dire, je laisse rien au hasard et chaque partie, je vais pas l'oublier et c'est pas parce que je suis fatigué que je vais pas faire ça ou ça ou ça. Et de tout travailler, c'est assez complet ce qu'elle nous a dit. Je sais pas si toi, Tyrone, tu as une vision qui diffère. Est-ce que toi, tu as visé le très très haut niveau ou est-ce que la compétition, ça a toujours été peut-être un plaisir pour toi ou juste une envie de se dépasser, te tester? Voilà, dis-nous un petit peu si toi, tu avais une autre mentalité que ça ou si tu étais dans le même objectif et que c'est toi qui lui as transmis peut-être. Et que juste, c'est dur, hein, on va pas se mentir, JJB, adulte noir, c'est hardcore. Encore, voilà. Quoique, dès la bleue, déjà, c'est dur. Ah, maintenant, c'est atroce. Aujourd'hui, c'est de pire en pire, en plus. Pire en pire. Dès la bleue, là. Les petits, même moi, j'ai peur des petits. Surtout dans ta catégorie, là. Ah oui, ouais. Les gars, c'est des arracheurs de tête. Les filles aussi, hein, c'est des arracheurs de tête. Hein. Juste pour compléter ce qu'elle a dit, Florian. Enfin, je vais répondre un peu comme professeur, tu vois, aujourd'hui. Bien sûr. Et un peu aussi comme compétiteur.
Donc, d'abord, je vais répondre comme professeur. Il faut que la personne en question, qui a ce souhait-là d'atteindre... de performer, plutôt. Ouais, qui souhaite performer, il faut que ça soit très clair dans sa tête, ou en tout cas, il faut qu'elle ait l'aide de quelqu'un, donc peut-être le professeur, j'en sais rien, enfin quelqu'un qui s'y connaît dans la matière et qui a déjà plus d'expérience que cette personne en question, et ben de définir qu'est-ce que c'est le haut niveau, qu'est-ce que c'est performer. Parce qu'en fin de compte, chacun peut pouvoir mettre des barèmes. J'ai gagné un championnat régional, donc ça va. J'ai performé. Donc j'ai gagné une compétition, donc j'ai gagné, etc. J'ai gagné un championnat national, donc et tout, c'est national. Peut-être le niveau en France, pour moi, ça va. Je gère ici, donc pour moi, ça me va. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus ambitieux et qui veulent Moi, en tout cas, j'ai fait par pilier. Donc, j'ai combattu en Guyane. Après, je suis allé combattre au Brésil. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des voyages internationaux. Donc, en fin de compte, j'étais à la recherche de me dépasser de plus en plus, quoi. Donc, en revanche, j'avais pas cette aide-là de pouvoir consulter quelqu'un qui était plus expérimenté que moi, vu que la personne qui m'a initié au jiu-jitsu brésilien à l'époque, eh ben, son but à elle n'était pas forcément de créer des athlètes, c'était juste de pouvoir fonder un club, un club loisir, on va dire ça comme ça, pour résumer la chose. Et moi, j'avais cette ambition-là de me dépasser, etc., etc. Et en fin de compte, j'ai été très autodidacte, tu vois. J'ai pas eu la chance qu'Aurélie, elle a eu d'être épaulée par quelqu'un de plus expérimenté. Donc, j'ai été très autodidacte. J'écoutais énormément, je posais énormément de questions, j'en pose toujours. Et en fin de compte... ce que je vois aujourd'hui, Florian, et c'est un très grand conseil que je donnerais pour les personnes qui souhaitent entamer ce parcours-là, c'est... Il n'y a pas 10 000 chemins, en fait. Il n'y a pas... Et soit on se met en tant que... Alors, un athlète, c'est très simple, hein. Un athlète, il est là pour écouter et exécuter. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens... ils pratiquent un petit peu, peut-être 1 an, 2 ans, et ils veulent déjà donner leur point de vue. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne en parlant de ça. Mais sauf qu'en fin de compte, quand on commence à... On peut échanger évidemment avec le professeur, mais quand tu veux imposer ton point de vue, ça veut dire que tu es en train de supprimer le rôle de la personne qui te conseille, ou en tout cas de la personne qui te guide dans cette voie-là. Et moi, je suis en train de voir ça de plus en plus, quoi, avec la nouvelle génération et tout. Les gens, ils veulent pas vraiment faire ce qui doit être fait. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Tout au moins à leur façon, quoi. À leur façon. Et ça crée une très grosse différence, tu vois. Moi, j'aime toujours donner cet exemple-là. Que quand on commence dans le jiu-jitsu et surtout en compétition, c'est comme si on était un petit bébé, tu vois. On va apprendre à marcher avant de vouloir courir. Certainement, on va vouloir essayer de courir, on va se casser la gueule. Et c'est ce qui se passe dans les compétitions, quoi. Mais sauf qu'à chaque fois, on va revenir au club, dans le laboratoire, pour pouvoir ajuster. La personne qui est, on va dire, responsable de toi, elle est là pour pouvoir justement t'aider à couvrir ces trous-là, couvrir ces erreurs-là, pour pouvoir aller de l'avant. Et en fin de compte, c'est ce qui fait l'évolution. C'est là où est tout l'enjeu de la pratique, en fait. C'est d'aller en compétition, enfin de s'entraîner, d'aller en compétition. Ah, j'ai zappé ça, j'ai pas réussi à faire ça. Peut-être mon adversaire a réussi à faire quelque chose que j'ai pas compris. Et en fin de compte, on revient au club pour pouvoir faire un laboratoire, etc., etc. Mais s'il n'y a pas cet échange-là en posteriori
avec le prof et que si tu es là, ah non, moi je fais comme ça et puis basta, quoi, tu vois. Après, moi, j'ai envie de... Tu vois ce que je veux te dire? Moi, Donc, moi je vois beaucoup aujourd'hui les gens vouloir imposer leur façon de voir et même leur façon de faire, qui peut-être des fois n'est pas forcément fausse et qui n'est pas complètement juste. Tu comprends? Donc moi en tout cas dans mon parcours j'ai énormément posé de questions. J'ai toujours su me mettre en posture d'élève. Et c'est quoi se mettre en posture d'élève? C'est se mettre en tant que je connais rien du tout. Par exemple, je viens assister à un cours à toi. Ben, je vais écouter. Je vais écouter. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont, tu vois, qui seront intéressantes pour moi pour mettre dans mon jeu, ou peut-être pas, tu vois. Mais en fin de compte, je vais pas me permettre de dire, de te juger ou quelque chose comme ça et tout, loin de moi, tu vois. Et je pense que pour moi, c'est ce qui a fait la différence jusqu'à ce que je puisse rencontrer Thiago Goyabel. C'est un ceinture noire de mon équipe qui habite aujourd'hui en Bretagne, à Auray, dans le Morbihan, pardon. Donc, je vous invite fortement à aller le visiter, quoi, si vous avez l'occasion, si vous êtes de passage en Bretagne. Et lui, en fin de compte, ça a été mon premier professeur, tu vois. Ça a été vraiment quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui a vécu 2 ans en Guyane et on s'entraînait 2 fois par jour, tous les jours, tu vois. Tous les jours, et je l'harcelais de questions. On tournait, il me massacrait, et en fin de compte, j'avais 2 solutions, tu vois, Florian. Et j'étais déjà ceinture noire. Donc, soit j'empruntais le chemin où je me disais non, c'est bon, je vais rester par là, je vais rester sur mes acquis, je vais rester dans ma zone de confort et tout. Ou soit je vais aller par là, vers le chemin de l'évolution. Donc, le chemin de l'évolution, ben, il faut sortir de la zone de confort. Il faudra certainement faire face à des moments qui sont pas forcément agréables, quoi, que ça soit psychologiquement ou physiquement, quoi. Et puis moi j'ai décidé d'emprunter le chemin de l'évolution. Et aujourd'hui j'ai réussi à... Donc j'ai une anecdote très comment dire, très intéressante par rapport à ça, par rapport à la performance. Les championnats d'Europe en Guy, je crois que la dernière édition que j'ai fait, ça a été la 10e ou la 11e édition. Donc ça veut dire que ça fait 11 ans que j'ai participé à ce championnat-là, quoi. Et avant de rentrer dans la team Ribeiro, les 7 ou 8 premières éditions, je les ai perdues au premier tour. Tu vois. Donc je suis rentré dans la team, ça a changé mon état d'esprit, ça a changé ma façon de voir la chose, tu vois. Et pour autant, je crois que ça faisait 4 mois que j'étais rentré dans la team. Championnat d'Europe avant le Covid. Et ben, j'ai fait ma première place. J'ai fait mon premier podium, tu vois. L'année d'après, j'ai fait ma première finale. Tu vois, bon, après, le Covid a arrêté un peu les choses. Mais en fin de compte, j'ai tout de suite senti le changement d'environnement de là où j'étais et là où je suis arrivé, tu vois. Donc la culture, la façon de voir, les professeurs qui te prennent en charge, tu vois. En fin de compte, Saulo et Shinji, même Victor Hugo, que j'ai connu ceinture marron, ce sont des personnes incroyables, mais ce sont des personnes qui sont là pour pouvoir atteindre le plus haut niveau. Et ce que j'ai remarqué, un point en commun entre toutes les personnes que j'ai côtoyées, c'est que ces mêmes personnes-là, elles sont là pour pouvoir élever les autres. Donc, elles sont pas là pour pouvoir piétiner les autres. Et tous les gens qui essayent de mettre des bâtons dans les roues dans les personnes qui essayent de monter, ben, ils n'ont rien compris ou ils sont frustrés dans une partie de leur parcours eux-mêmes, tu vois.
En fin de compte, quand quelqu'un est épanoui et est en quête en permanence d'évolution, je pense que elle tire vers le haut les gens qui essayent de grimper, quoi. Clairement. Donc, et c'est ce que j'ai senti avec ces 3 personnes-là, enfin en tout cas avec ces 4 personnes-là, Thiago, Victor, Saulo et Change. Et quand Aurélie est arrivée à moi, je lui ai posé une question très claire. Qu'est-ce que tu veux avec ça, quoi? Bon, je pense qu'elle a répondu. C'est arrivé au plus haut niveau. Je lui ai dit, il faudra faire ce qui doit être fait. Donc, à aucun moment, elle a remis en question jusqu'au jour d'aujourd'hui ce qui doit être fait, enfin, en tout cas en termes de travail. Et en parallèle à ça, il y a des gens qui sont venus à moi et qui m'ont fait comprendre la même chose qu'elle, mais qu'à un moment donné, ils ont voulu faire comme ils voulaient, quoi. Donc à partir de ce moment-là, moi, en tant que professeur, je me mets en retrait et puis bon courage, quoi. T'as plus besoin de moi. Mais après, moi, je voulais juste rajouter, c'est vrai que, pour peut-être conclure sur cette partie-là, souvent, la personne qui te dit qu'elle veut performer et tout, qui vient chercher un peu ton service, ton aide et tout, et peut-être tes lumières, en fait, elle ne se rend pas compte que c'est hyper solitaire aussi comme voie. C'est-à-dire que c'est pas parce que, ok, lui, c'est mon sensei, c'est mon prof, c'est lui qui me guide vers le succès, on va dire, etc. Mais c'est pas pour ça que lui, au quotidien, il me dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, tu vois. C'est-à-dire que si moi, j'en veux pas, lui, c'est pas lui qui va combattre à ma place, tu vois. C'est moi qui vais rentrer sur le tatami. Donc, c'est-à-dire que les gens, souvent, et c'est pour ça que c'est compliqué, qu'il n'y a pas de plan, c'est qu'il y a un plan, mais pas vraiment. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un vient me voir, comme lui, on vient le voir aussi pour avoir une guidance comme ça, vers le haut niveau, la personne, il faut qu'elle sache qu'il faut qu'elle investisse, mais à fond. Ça coûte, et en plus, investir financièrement, tu vois, ça coûte énormément d'argent. Moi, j'ai eu un double boulot, une double vie jusqu'à ma ceinture noire. Hein. J'ai démissionné de l'éducation nationale, imagine. J'étais agrégée de l'éducation nationale, mais tout mon salaire, ça passait dans les championnats. Et derrière, ça, c'est un point aussi qui est important à dire, tu vois. Et le dernier point aussi que j'aimerais bien fixer, c'est que la personne, elle ne fera pas à ta place et elle ne va pas te dire tous les jours quoi faire si tu ne lui dis pas, si toi, tu ne lui demandes pas. Si toi, tu n'es pas en demande, oh Aurélie, attends, tu crois que je pourrais faire quel championnat cette saison pour... Moi, j'ai ma vie, j'ai mon parcours d'athlète. Lui, il a sa vie, il a son parcours d'athlète. Et au quotidien, c'est pas comme si... Nous, c'est la même chose avec Alexandre Ribeiro. Tu vois, Alexandre Ribeiro, si moi, je vais pas lui envoyer un message demain en lui disant « Hey, sensei, je vais aller combattre pour l'UFC. » Tu vois, pourtant, c'est notre professeur. Moi, j'ai un combat à l'UFC. Mais c'est à moi de lui dire « Écoute, Charles, regarde, je vais signer ce contrat-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que tu pourrais être là ? Tu as d'autres choses à faire à Las Vegas à ce moment-là. Il y a le World. Est-ce que tu vas par tes propres moyens ou est-ce que tu veux que je te finance ton truc et tout, ton billet ?» En fait, ça vient tout de la personne, de l'athlète, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est si compliqué. Niveau, tu peux... Parce qu'à la fois, tu dois chaque matière investir à 3000%, mais à la fois, tu restes aussi le coordinateur de tout ça. Et les gens qui vont être à tes côtés, à la fois, il faut que ce soit des gens qui te tirent vers le haut, mais il ne faut pas que tu mettes d'attente sur eux qui fassent les choses à ta place. T'imagines ? C'est un peu, je trouve, le rêve de tout coach. Une élève comme Aurélie qui arrive, qui dit avec toute la détermination du monde, je veux... Non, mais c'est vrai. Parce que tu as une vraie détermination. Parce que moi, on me l'a déjà dit, ça. Je veux atteindre ça. Et en fait, les mecs, ils abandonnent au bout de 6 mois. Ah, mais attends, là, j'ai un truc. Mais la somme de travail, elle est monstrueuse. Moi, j'ai toujours aimé travailler quelqu'un beaucoup. Quelqu'un qui va au bout, tu peux Ah, c'est génial, je trouve. Oui, c'est vrai, effectivement, ça fait rêver. Ouais. Mais ce que les gens, ils s'en rendent pas compte, c'est que pour atteindre le sommet, quoi, il va falloir passer par des adversités. C'est chaque minute de ta vie que tu dois consacrer à ça, quoi. J'en suis témoin parce qu'on partage notre vie ensemble. Avant chaque grand fait, avant chaque grand conquête de grand championnat,
ben, y avait une péripétie qui se passait. Donc c'était peut-être quelques jours avant, une semaine avant. Il y avait un événement qui se produisait. Qui était là pour que je désiste, quoi. Soit elle se blessait, soit elle avait un appel, ah, ta maman, elle est ceci, cela. Soit elle tombait malade. Et en fin de compte, c'est comment tu deals avec cette information-là, cette adversité-là, pour pouvoir être convaincu de toi-même, de ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est dans les moments difficiles, de toute façon, que tu vois ceux qui veulent vraiment... Mais tu connais Tim Grover? Voilà. Non. C'est un coach aujourd'hui, enfin, on va dire que c'est comment tu dis, un leader dans le développement personnel, etc., qui fait des grands discours, etc. Okay. Mais ça a été le coach de Michael Jordan dans les années où il a performé le plus, quoi. Okay. Et en fait, ce gars-là, il écrit des bouquins. Et en fait, toute cette façon qu'on a d'expliquer la performance, moi, en tout cas, c'est un de mes mentors, on va dire, dans le développement mental. Et il a écrit un des derniers bouquins qu'il a écrit. Je les ai tous lus, hein, mais un des derniers qui m'a le plus plu. D'ailleurs, il y a une phrase qu'il a dit que je me suis fait tatouer carrément, c'est Race to Greatness, tu vois, la course à la grandeur. En fait, c'est exactement ça. Et le titre du livre, c'est Winning. Et winning, en fait, c'est gagner. Donc, il a été traduit en français récemment. Et en fait, il te personnifie. Winning, il te dit qu'en fait, gagner, c'est genre un personnage maléfique, tu vois. En fait, c'est exactement ça. Parce que même si tu fais tout bien, même si tu travailles à fond, même si tu suis les gens, t'as mis à tes côtés des gens qui te font grandir, ben c'est pas pour autant que tu vas performer, quoi. Garanti à 100%. Tu vois. Et il te dit, c'est là que tu vas pas pouvoir serrer la main de Winning à chaque fois. Et quand tu y arrives, et ben la seconde d'après, en fait, Winning t'a fait un gros fuck dans le dos, il est reparti avec quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que quand on a baissé ta main, c'est ça aussi que tu dois tout recommencer. Super intéressant, en tout cas. Ouais. Est-ce que pour vous, l'environnement, il joue? Alors toi, tu nous parlais de ton environnement dans ton club, d'être entouré. Là, je parle plus de l'environnement qualité, niveau technique des sparring. Je sais que tu fais des camps, tu m'as dit tout à l'heure hors caméra. J'imagine Tyrone aussi, tu as dû faire des camps. Est-ce que pour vous, on peut... Alors, je pense que la réponse, c'est oui, puisqu'on a des exemples comme Espen. Je prends Espen parce qu'il vient d'un petit club, il sort de nulle part, d'un coup il devient monstrueux. Mais voilà, comme ça, s'en sortir au milieu de... Il n'y a pas forcément un énorme niveau technique autour de nous, mais on arrive, surtout aujourd'hui avec les vidéos, etc., à développer son jeu et à atteindre les sommets. Est-ce que pour vous, c'est quand même quelque chose qui est jouable ou c'est quand même des cas vraiment à part? Je parle d'Espen, c'est vrai que j'en ai pas trop d'autres qui me viennent en tête. Espen aussi fait des camps, de toute façon, pour aller s'entraîner. Voilà, dites-moi un peu ce que vous pensez de ça. Est-ce que vraiment l'entourage technique, il est primordial ou pas? Ça dépend à quel niveau, en fin de compte. Là, je parle du top niveau. Ceinture noire? Si on veut atteindre le top niveau. Ceinture noire adulte, l'élite? C'est ça. Ah, c'est différent. Bon, enfin, je pense que il faut, si on parle de l'élite, il faudrait qu'on soit dans un environnement où la personne qui est en préparation en question, il faut qu'elle ait des training partners qui lui donnent quand même un peu de difficulté pendant cette phase d'entraînement-là. Si les entraînements ils sont trop faciles, je pense que, à mon avis, c'est pas très judicieux, ou en tout cas le camp, en fin de compte, après ça dépend encore pour quel événement, pour qui tu vas affronter. Mais allez, on va dire si t'as envie d'aller préparer les championnats du monde ADCC, donc il faut que tu sois entouré de gens dans un carré, quoi, dans un carré où il y a que des arracheurs de tête, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Proposer des contres, des réponses à tes mouvements que tu n'auras pas sur quelqu'un de moins technique. Exactement. Moi, c'est ma pensée en tout cas. Non, exactement. Pourquoi? Parce que à quel moment tu sais que tu es prêt, Florian, pour un championnat? À quel moment tu arrives dans le championnat, tu dis, bim, je suis prêt. Ben, c'est tout ce que tu as fait avant l'événement, quoi.
Et si dans une partie de ton subconscient, tu sais que ça a été trop facile, ben, c'est à ce moment-là où le doute il prend place. Tu vois ce que je veux te dire? Ou peut-être pendant pendant l'action où tu vas exécuter un mouvement, ah mince, est-ce que j'attrape là ou est-ce que j'attrape là? Parce que peut-être on t'a pas trop poussé pendant le camp d'entraînement, etc. Donc il faut que le camp d'entraînement il soit vraiment à la hauteur de ce que de ce que tu vises comme objectif, quoi. Donc là, en l'occurrence, pour la DCC, pour les mecs, c'est 16 tireurs d'élite. Pour les femmes, c'est 8. Donc, c'est des snipers, quoi, tu vois. Donc, c'est les meilleurs du monde qui, pour la plupart, ont gagné des trials, qui est déjà un championnat du monde, tu vois. Donc, en fin de compte, il faut pas laisser de place au doute. Voilà. Ouais, donc pour toi, primordial de faire ces camps-là. Exactement. On parle quelques semaines avant. Enfin, ça dépend de la prépa qu'on fait, mais on ne peut pas rester dans son petit environnement. Même si des fois, on est dans un très très bon club et qu'il y a des gens qui nous mettent en difficulté, il faut aller voir d'autres choses. Exactement. Et c'est surtout la personne qui sera en tête de ce camp-là. Est-ce que la personne, elle investit aussi? Est-ce que la personne, elle met toute son énergie pour que ce camp-là, il soit guidé de la meilleure façon possible, pour qu'il puisse proposer de différents points de vue qui peuvent se reproduire pendant l'événement. En tout cas, quand on était chez Melki, toutes les fois, à São Paulo, moi, j'ai remarqué à quel niveau ce monsieur-là, il a investi dans son travail. C'est 10%, j'imagine. Il est là il est là de 7h du matin et des fois il sort à 22h, 23h et tout. Donc je pense que c'est juste normal le retour qu'il a avec tout ça, quoi. Et le gars, c'est un geek. Tu vois, c'est carrément un geek. Dana Herbis. Exactement. Okay. Il étudie et en fin de compte, la même pédagogie, mais le même style. Tout ce qu'il te raconte, c'est très cohérent, tu vois. Et quand il t'explique, eh ben, tu vois que le gars, il a étudié son sujet, quoi. Tu vois, il n'a pas regardé à la va-vite, quoi. Et en fin de compte, moi, en tout cas, cette approche-là qu'il a, ça m'a énormément apporté pour moi en tant que professeur, quoi. Est-ce que c'est vers ça que tu veux tendre, petit à petit? Je tendais de quoi de peut-être encore plus étudier, d'essayer d'avoir un maximum de réponses pour notamment Aurélie ou pour d'autres athlètes que tu as, pour les amener au plus haut possible. Je suis quelqu'un de très passionné, tu sais, Florian, par le jiu-jitsu. Je me suis très reconnu dans son travail parce que je le fais déjà, tu vois. Mais j'ai senti que lui, il a un niveau au-dessus de moi. Donc, ça m'a passionné encore plus, tu vois. Et du coup, on a énormément échangé, lui et moi. Juste continuer sur ta voie. Exactement, voilà. Donc, pas forcément... Après, c'est très personnel, tu vois. C'est parce que j'aime vraiment ce que je fais. Et forcément, si je peux partager, je partagerai avec des personnes qui s'intéressent à mon travail. Mais c'est surtout pour moi dans un premier plan. Surtout pour moi, surtout pour... être dans l'actualité, tu vois. On parlait tout à l'heure de Mako. C'est quelqu'un qui a réussi à transcender les générations, en tout cas techniquement, quoi. Et moi, j'aime bien étudier, j'aime bien savoir ce que j'enseigne dans mon club pour que les gens ils soient informés, que ça soit des nouvelles règles ou que ça soit des nouvelles techniques, tu vois. Donc j'aime bien être au courant de ce qui se passe dans le milieu, quoi. Taïwan, tu es un geek alors. Exactement. T'as ce petit côté. Mais il faut, je crois, aujourd'hui, si on veut être au courant des choses, ça va vite en plus, tous les ans. Des nouveautés, que ce soit technique ou règlement. On est dans l'ère de l'information en plus, tu vois. Donc l'information, on peut l'avoir. Enfin, on a accès à l'information très facilement, quoi. Donc il suffit de travailler un peu. Aurélie, tu penses la même chose, j'imagine? Tu vas avoir ton geek. Moi, je suis pas geek. Est-ce que tu penses la même chose pour les camps? L'entraînement? Écoute, moi franchement, je suis pas la personne qui va regarder les combats, les vidéos et tout parce que ça me tend. Souvent, ça me tend de voir
Alors, de moins en moins, on va dire, dans ma carrière, mais au tout début, c'était l'horreur, quoi. Quand il fallait que je regarde une adversaire que j'allais combattre, c'était le drame, quoi. Je lui disais, je veux pas le faire le soir avant de me coucher, sinon je vais pas dormir et tout. Ah ouais, ça te... Ouais. Ok. Et puis au final, c'est complémentaire, quoi. Lui, il adore ça, donc moi, par contre, je le harcèle pour qu'il transmette, quoi. Mais des fois, c'est dur. Hein. Il me dit, t'as qu'à regarder toi-même, hein, au bout d'un moment. Je dis, mais non, tu regardes, tu sais, dis-moi. Non, mais sinon, pour la réponse là sur les camps, écoute, moi, mon état d'esprit, après, je sais pas si c'est quelque chose qui est particulier à moi, mais je me dis toujours, c'est quoi la plus dure chose que tu puisses faire pour ton camp? Je me dis, en fait, mais après, je me dis ça dans tous mes choix au quotidien. Je suis quelqu'un qui choisit toujours la difficulté, tu vois. Parce que je sais que le choix facile, ça portera pas ses fruits et que le choix difficile, il y aura plus de chances en tout cas que ça porte ses fruits. Donc, ouais. Intéressant. Je vais toujours choisir le truc le plus dur que je puisse faire, quoi. Est-ce que toi, du coup, en tant que femme, est-ce que du coup, dans les camps où tu vas, au préalable, est-ce que tu as décidé d'aller dans tel camp parce que, par exemple, il va y avoir des gabarits intéressants au niveau des filles pour toi? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux rester et tourner avec les hommes parce que, justement, tu viens de parler de ça? Non, ça, c'est fini aujourd'hui. Au niveau de la difficulté? Ah ouais? Non? Je sais pas, à toi de me dire. Mais... Non, aujourd'hui, le niveau du jiu-jitsu féminin mondial a tellement explosé. Et même avant, enfin, ce que je veux dire par là, si je vais essayer de faire synthétique, c'est que, bon, écoute, regarde, je peux pas dire non plus n'importe quoi. Moi, j'ai été championne du monde dans toutes mes ceintures en m'entraînant en Guyane. Je crois qu'en Guyane, j'avais des training partners championnes du monde. Non, j'avais même pas de filles. À l'époque, il y avait même pas de filles qui s'entraînaient. Il y avait deux. Aujourd'hui, peut-être encore Aurélie Michaud, mon amie, qui est mon homologue d'ailleurs, elle s'appelle aussi Aurélie. Qui est là-bas sur place, qui fait les cours de ma section femmes quand je suis pas là, qui est très investie, qui est une guerrière et tout, mais elle s'est formée aussi avec les garçons. Voilà, à l'époque, enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose qu'on est en train de transcender aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il commence à y avoir assez de filles pour commencer à avoir des training partners féminins. Et oui, il faut sentir. Si t'es une nana et que t'as jamais senti un entraînement féminin de haut niveau, bah, franchement, c'est plus réaliste. Ouais. Bah, c'est pas que c'est plus réaliste. C'est la même chose si je te renvoie la question. Imagine l'inverse. Imagine t'es dans une école féminine. Tu t'entraînes qu'avec des nanas et ensuite tu vas avoir Tyrone en adversaire. tu vas kiffer? Non. Bah, c'est pareil. Voilà, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, une fille, c'est comment? Le jeu d'une fille. Moi, écoute, je vais te raconter une anecdote. J'ai été la première surprise parce que justement, peut-être dans mes ceintures de couleur bleu, on va dire bleu, voilà. Les premières fois que j'ai combattu avec des nanas, je me suis dit, waouh! C'est rien à voir. Waouh, c'est souple et tout. Les passages que je faisais sur les gars, mais ils marchent pas. Ah ben ouais, la fille, elle prend sa jambe et puis elle te la met là, quoi. Ah ouais, mais tu peux pas faire un knee slide, tu vois. La stimulation n'est pas pareille, en fait. On a un corps différent. Ouais, les morphologies. En fait, c'est une vérité, quoi. On a un corps différent, on n'a pas la même force, on n'a pas la même agilité. Souvent, une fille, c'est plus technique, en fait. On s'en rend pas compte, mais souvent, une nana, c'est vraiment plus technique. Mais regarde la propre Elena Crevard. C'est un prodige, cette fille. Je suis désolée, mais elle, tu disais tout à l'heure en aparté, tu dois frustrer beaucoup de gars, mais elle, imagine même pas. Les gars, ils doivent avoir peur d'elle, même de la rencontrer. Mais franchement, et puis tu sais quoi, il y a eu un scoop, j'ai regardé ça hier. Anna Rodriguez, elle vient d'ouvrir une école entièrement féminine à São Paulo. Je crois que c'est à São Paulo. Elle est à São Paulo, elle? Oui. Tu sais? Incroyable, ça. La fille, elle a ouvert une académie. Man, je te jure, le truc rose et tout. Le truc, mais vraiment clash, girly. Parce qu'elle, tu sais, c'est vraiment la queen. Elle fait vraiment le truc maquillage, faut mettre du gloss. Nanana. Elle promeut vraiment cette partie féminine à fond. Et là, son école, elle est remplie. J'allais dire attachée. Elle est remplie tout le temps de nanas, des petites filles. Il y a les cours d'enfants, les grandes, les adultes et tout. Et en fait, c'est génial parce que c'est en train d'évoluer à ce niveau-là aujourd'hui, tu vois. Ça explose, ouais. C'est en train d'exploser. Et c'est grâce à tout le travail que nos ancêtres féminines, dont par exemple ici en France, Laurence Fouillat a fait partie, parce que c'est une pionnière du développement du sport des femmes, et je l'ai toujours respectée pour ça, tu vois. Et ouais, franchement, non, il faut sentir une femme quand t'es une femme pour t'entraîner et te combattre avec des femmes, sinon il n'y aurait pas des catégories féminines. Non, bien sûr. Il y avait toujours cette idée de les filles vont tourner avec les mecs pour le côté plus dur physiquement. Messieurs, ça, c'est fini, ok? Ça, c'est fini. Du coup, raconte-nous un peu, là, tu dois avoir 2-3 anecdotes là, avec les mecs. Tu as dû leur faire la misère à certains, les pauvres. Mais écoute, franchement, on va dire que pour moi,
c'est un petit peu comme si j'avais une baguette magique, tu vois. Parce que grâce à tout ce travail, je sais pas si c'est... je pense que c'est beaucoup de femmes qui vivent ça au niveau... Parce que c'est vrai que, tu disais tout à l'heure, s'il y a des trucs génétiques et tout. Moi, je suis une nana, j'ai beaucoup de force. J'ai vraiment beaucoup de force. Plus que la normale, on va dire, des femmes. Mais c'est une carte, tu vois. Sûr. C'est une carte comme une autre. J'ai pas la vie facile, hein, t'as vu ça? Elle doit être dure quand même à gérer, non? Il écoute rien. Non, mais c'est... Non, oui, il y en a, c'est la souplesse, il y en a, c'est la voilà. cardio. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, écoute, c'est une réalité. Aujourd'hui, avec le niveau que j'ai atteint et la force que j'ai réussi à mettre dans mes techniques, etc., ben ouais, franchement, je tiens beaucoup de gars... Je sais pas citer un nom, ils vont tous, quand je vais revenir dans mon club, ils vont m'arracher la tête. Non, mais j'ai même pas un nom dans mon club. J'en ai qui me donnent beaucoup de difficultés, j'en ai que c'est mes sparring partners, j'ai de la chance pour ça, et qui savent adapter aussi leur force à moi, parce qu'ils ont plus de force que moi, tu vois. Parce que ça reste une réalité, même si je suis une femme très forte et que je suis au-dessus peut-être des autres femmes en force physique, je suis pas au-dessus d'un homme. C'est une réalité. Même si c'est peut-être frustrant au fond de moi, c'est une réalité. Est-ce que t'es au-dessus de Tyrone en force? Mais carrément pas. Non, je sais bien. S'il veut me casser en deux, il me casse en deux. C'est ça que les gens réalisent pas. Attends, au club, il y a des gens, tu parles d'anecdotes, ils pensent que je suis plus forte que lui. Hein. C'est pas vrai, les gars. Ça la frustre. Mais carrément, par contre, j'essaie formellement de lui péter la gueule tout le temps. Ouais. Mais j'arrive pas, mais... Non, la dernière fois, c'était avant-hier. Oui. Ouais. T'as mais encore c'est des ce qui fait marques. notre équilibre. C'est pas moi qui lui fais son œil. Non, c'est encore heureux. Mais Mais bon, je pense aujourd'hui avec tes titres, les mecs doivent pas être frustrés quand tu leur roules Mais dessus. si. Ah si, quand même. Mais carrément. Je te promets, Ah non, mais là, ils abusent. c'est une réalité. Ouais, mais Florian, c'est pas évident quand t'es un mec Non, j'entends. et que Bien sûr. tu te fais vraiment Et ce dominer côté, par une nana, quoi. Mais c'est un plaisir, hein, pour moi, cette j'imagine. baguette magique. Moi, j'ai eu ce ressenti-là quand j'étais ceinture blanche. Et ben justement, quand je suis allé à Rio, j'ai tourné avec une ceinture noire. Je me rappelle plus du nom, enfin, et elle m'avait secoué dans tous les sens, quoi. Donc, aujourd'hui, comme par hasard, il y a Aurélie. Je vois Aurélie faire la même chose, tu vois. Et ça me rappelle à chaque fois ce ressenti-là que quand j'avais tourné avec cette fameuse nana-là. Ouais. Bon, je sais que c'est pas évident, quoi. Mais aujourd'hui, tu vois, j'utilise ça, on va dire pédagogiquement, pour... en fait, le jiu-jitsu, c'est magique. Ouais, hein. pour montrer que... Ouais. Non, pour corriger vraiment des gens... et que des gens, ils commencent... En fait, après avoir roulé avec moi, peut-être, ils vont avoir un déclic, tu vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et grâce à ça, ça me permet d'utiliser ça pour développer le jiu-jitsu féminin. Et tu vas pouvoir ancrer mes discours. Franchement, les ceintures blanches, les ceintures bleues, il y en a plein que des fois, je leur fais la misère, maintenant. Mais parce qu'ils méritent. Je te jure, ils se comportent d'une façon avec les autres nanas qui sont mes élèves. Toi, ton retour, ça va être compliqué. Non, il n'y a pas de souci, je gère. T'as bien compris qu'elle n'est pas à l'accueil, elle. Hein. Ah non, faut pas, pour l'instant, faut pas. J'en suis pas encore là, peut-être un moment, mais... Non, j'ai trop de... C'est pas de l'ego, mais c'est que... Moi-même, j'ai tellement survécu dans mes ceintures de couleur. Il m'a fait vivre l'enfer. Hein. J'ai été formée à la dure comme les Gracie. Il m'a formée comme un Gracie. C'était moi qui m'étais au front pour me tester. Hein. Et si je désistais pas, ça m'en renforçait, tu vois. Bien sûr. Et notamment, il parlait d'Anthony Albertini. Ça me fait plaisir de le citer parce que, oui, il m'a permis de devenir dur aussi parce que quand j'allais chez lui, il me manageait pas, les gars. Ouais. Tu sais ce qu'il disait ? D'ailleurs, un truc qui m'a beaucoup frustrée, il disait « Ouais, elle, tu fais comme avec un garçon avec elle, sinon tu vas te faire massacrer. » Comment ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que, tu vois, j'étais pas légitime, tu vois, ma force en tant que femme n'était pas légitime. C'est pas un compliment, mais c'est une sorte quand même... Ouais, mais non. Il y a un côté... Non, justement. C'est un compliment quand tu te mets dans la tête d'un mec. Ouais. Mais quand t'es une femme, en fait, tu te dis, putain, en fait, quoi, j'ai une paire de couilles ou quoi ? Non, je suis désolée. En fait, c'est-à-dire que les hommes, ils se rendent pas compte à quel point c'est une réalité, que c'est possible qu'une femme soit forte, qu'une femme soit plus technique, qu'une femme soit plus entraînée. Voilà, je suis désolée. Aujourd'hui, à mon niveau, un homme qui est pas entraîné, c'est sûr que je le maîtrise. Je pense que oui. C'est une réalité, mais c'est juste, tu vois, parce que j'y mets du travail. Pourquoi ça serait pas le cas ? Parce que je suis une femme. Moi, je m'imagine le débutant, Florian, ceinture bleue, ceinture blanche.
J'ai une anecdote sur ça. Avec madame. Depuis il y a 2-3 ans, il y a un groupe de nanas qui débarque au club à la MK et elles préparaient les trials. Ok. Tu vois. Et elles débarquent donc sans grappling, tu sais pas les ceintures, tu sais pas. Et elles arrivent et elles roulent sur tous les mecs. Ah ouais. Mais hardcore. C'était qui? Je sais même plus. Et il y avait une ceinture noire, j'ai fait avec elle. Et je te jure, j'ai pas eu le choix que d'y aller à presque 100%. Ok. La fille, elle était mais hardcore. Elle avoir une force. Elle m'envoyait. J'ai dit, mais il y a tout le monde qui regardait comme ça. Tu sais, t'es le prof. Tu dis, bon, faut quand même. Faut représenter, quoi. Mais je me suis dit, ah ouais, je comprenais. Les mecs, les pauvres mecs, je les voyais, ils étaient dégoûtés. Ils se mettaient sur le côté. C'est quoi ça et tout. Et il y en avait une ceinture bleue, notamment une petite blonde, je sais plus son nom. Elle faisait les Europe Nogi. Elle avait gagné double gold Europe Nogi en bleu. Et pareil, hardcore là. J'ai tourné avec elle, j'ai dit, mais à quel moment elle est bleue, quoi, déjà? On n'est pas Non, mais des attends, trucs. pour te donner une anecdote, tu sais, dans l'avion en venant ici, parce qu'on n'est que de passage, tu vois, donc on a fait ce podcast au bon moment. Je te remercie d'ailleurs pour ça. Merci à vous. J'ai regardé un sketch de Florence Foresti, tu connais? Oui, bien sûr. Écoute, je ne sais pas si vous avez pas regardé son dernier sketch qui s'appelle Boys, Boys, Boys. Okay. Elle parle que de ça, garçon-fille. Okay. Et en fait, je me suis pissée de rire dans l'avion. Il était là, il me regardait genre, putain, arrête de rigoler si fort, tu sais, genre, tu déranges. Man, je pouvais pas m'arrêter de rigoler. Elle a la vision, c'est ma vision tout crash. Elle explique parfaitement ce que je pense des hommes. De A à Z, il faut regarder ça. Les amis, regardez Florence Foresti, Boys, Boys, Boys. On va jeter un œil. J'ai un dernier petit thème. Alors, performer à un haut niveau et gérer un club. C'est un peu votre cas tous les deux. Difficile. J'avais noté le cas de Lucas Lepri, qui a carrément arrêté sa carrière pour ça, il l'avait dit, pour gérer son business, gérer son club mieux, parce qu'il était tout le temps absent. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible sur le long terme? Est-ce qu'on finit par devoir choisir, entre guillemets? Est-ce qu'on va du coup plus pencher vers le côté prof? Peut-être c'est toi aujourd'hui, tu penches peut-être un peu plus pour l'instant du côté prof, toi du côté athlète. Faut pas lui dire ça, c'est pas vrai. J'ai c'est vu lui qui combat les Europe Nogi, là, c'est oui, pas moi. je sais. Non, mais ça reste un athlète. Mais je pense que tu fais plus autant de compètes qu'avant. Si, toujours. Si, quand même. Ah, j'ai rien dit, l'animal. Non, mais enfin, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui se retrouvent dans mon profil. J'ai commencé à donner cours depuis que j'étais ceinture violette. Et en fin de compte, j'ai assumé un club depuis que je suis ceinture marron. Donc voilà, ça n'a pas été un choix parce que, comme je te disais tout à l'heure, la personne qui a ramené le jiu-jitsu brésilien en Guyane, elle a déménagé de la Guyane et en fin de compte... il s'est barré du jour au lendemain, quoi, et on était déjà assez nombreux. Et en fin de compte, moi, je donnais déjà cours dans son association, et les gens ils se sont retournés vers moi et ils m'ont dit, bon alors, on fait quoi? On va arrêter et tout. Et je me suis retrouvé dos au mur face à des personnes qui m'ont dit, bon, allez, il faut que tu ouvres un club, quoi. Donc, c'est comme ça que mon club, il a été fondé en Guyane, et j'ai toujours... aimé donner cours. J'ai vraiment toujours aimé donner cours. J'ai toujours eu ce plaisir-là d'encadrer, d'accueillir les gens, d'en fin de compte, voir à travers mon travail, à travers mon énergie que je mets sur le tatami, que la personne s'y retrouve, la personne qui n'arrivait pas forcément, tu vois, rien que le fait de faire l'échauffement, quelques mois plus tard, la personne, elle arrive à tenir tout un cours. Donc pour moi, c'est une satisfaction personnelle qui n'a pas de prix. Et en parallèle à ça, à l'époque, c'était Fabrice François, aujourd'hui qui est à Castres, qui était mon bras droit et qui, lui, s'occupait de l'association pendant que moi, je partais en compétition. Je trouve que pour quelqu'un qui est professeur, qui a une académie, qui a une équipe à gérer, je pense que, après c'est un choix personnel, hein, mais faire des compétitions, il serait encore en master, c'est toujours bien. Pourquoi? Parce que... exemple.
Ouais, ça peut véhiculer beaucoup de choses. C'est L'exemple, un lifestyle, quoi. c'est un style de vie, quoi. C'est voir ce qui marche pas, représenter la team, représenter les élèves, représenter son travail, etc. et tout. Donc aujourd'hui, avec l'essor du jiu-jitsu brésilien dans le monde entier, je pense que c'est toujours préférable de choisir, pas faire tout le circuit entier, hein, mais choisir 2, 3 compètes dans l'année, quoi. Tu vois, je pense que ça peut apporter un plus dans son travail en tant que leader, en tant que gestionnaire d'équipe. Et tu sais très bien que quand on monte sur un tatami de compétition, on ne peut pas mentir, hein. Donc, déjà, rien que le fait de s'inscrire et de pouvoir participer, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce courage-là. Quelque chose, ouais, déjà. Et en plus de ça, tu vois, réussir à être sur un podium ou même gagner un événement, c'est encore autre chose. Peu importe le niveau, que ça soit du Master 1 au Master 7, tu vois, donc ça reste toujours une compétition. Il y a tout ce qui va avec, le stress, etc. et tout. Mais je pense que surtout, ce qui fait notre succès en Guyane, c'est l'organisation qu'on a réussi à mettre en place avec les personnes qui soutiennent notre projet, qui sont associées à notre projet. Donc, il faut savoir que avant que ça, enfin, nous tous les deux, nous sommes les principaux personnages du dojo, mais on va dire dans l'ombre, il y a des personnes Il y a une dizaine de ceintures noires, enfin tout au moins de professeurs qui font vivre. Sans qui on ne pourrait pas Voilà. aboutir à ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que c'est primordial dans un Ah club. oui. Donc c'est-à-dire que ce dojo-là, il n'aurait pas fonctionné de la façon qu'il aurait fonctionné que s'il y avait Aurélie et moi en gestion. Ouais. Donc, et ça, forcément, c'est de la confiance, tu vois. C'est surtout être sur la même longueur d'onde pour qu'en fin de compte, tout le monde puisse se retrouver dans ce qu'il fait, quoi. C'est aussi des gens qui croient dans notre travail et dans notre façon de voir le jiu-jitsu brésilien, tu vois. Dans la méthodologie, dans les valeurs qu'on transmet. Ouais, si vous avez fait du bon boulot, ils suivent et puis eux, de nouveau, transmettent. Exactement. Ouais, mais après, tu sais, d'ailleurs, si ça, c'est une question qui vous intéresse, eh ben, le propre Nicolas Régnier propose des formations pour ça. Et ça a été un de ceux qui nous a aidés, honnêtement, quand on s'est rencontrés. On s'est rencontrés chez Melky Galvan, d'ailleurs, pour l'anecdote, au Brésil. Ouais, avant ça, on ne se connaissait pas de la France, ni de ses clubs et tout. Okay. Et il nous a donné beaucoup de conseils de management, justement, parce que c'est un business aussi. C'est-à-dire qu'une académie, moi, je dis jamais que j'ai un club de sport ou quoi, tu vois. J'aime pas du tout parler de sport, d'ailleurs, dans le jiu-jitsu brésilien. Okay. Pour moi, ça reste un art martial. Okay. J'utilise rarement le fait que je fais du sport, tu vois. Parce que justement, le fait d'expliquer que tu pratiques un art martial, ben, nous, les élèves, ils s'inscrivent dans une école. Ils ne s'inscrivent pas dans un club, tu vois. Parce que justement, ce qui fait la différence d'un club pour une école, pour moi, c'est que derrière, on a construit énormément d'un cursus en fait, d'apprentissage et où dedans, il n'y a pas que des techniques physiques, de drill, etc. Il y a aussi tout le cadre méthodologique et social, méthodologique et social, tu vois, dans le sens où on fait développer des compétences méthodologiques et sociales à nos élèves, ne serait-ce que de développement mental, j'ai envie de dire de construction de sa personnalité, de bien-être. Il y en a pour qui c'est l'endroit où ils vont décompresser. Exactement. C'est ça. C'est super important, hein, l'atmosphère créée. Chacun avec sa recherche. J'imagine que c'est un peu familial. Carrément, c'est la première blade, tu vois, les étoiles, chacune, elles veulent dire quelque chose. D'accord. Donc c'est famille, respect, loyauté, discipline, attitude et honneur. Okay. Et c'est ce qu'on véhicule vraiment dans notre enseignement. Et c'est un peu ce qui lie notre équipe aussi, dans le sens où chacun des professeurs qui sont derrière nous, qui donnent cours, par exemple, quand on n'est pas là, eh ben, ils adhèrent aussi à ce système et ils s'y reconnaissent en tant que personne, encore plus loin qu'un simple pratiquant de jiu-jitsu, tu vois. C'est pour ça que pour moi, c'est important de rester sur des termes, de parler de pratiques d'arts martiaux, que plutôt que de club et que tu vas faire ton sport, tu vois. C'est plus puissant, on va dire. Je vois. Du coup, pour toi, pour revenir, excuse-moi, sur le thème,
toi qui performes à très haut niveau, est-ce que tu sens une difficulté dans le fait de devoir donner des cours, gérer C'est très dur, franchement. des cours particuliers, des cours collectifs, et en même temps de penser qu'à toi et de devoir t'entraîner? Honnêtement, c'est un des sujets qu'on a discuté aussi récemment avec des copains à moi, même au club et tout. Parce que oui, c'est difficile. Mais c'est difficile parce que j'y tiens à ce que ça évolue. En fait, ce que je fais moi, à haut niveau, je veux que mon club il soit à haut niveau aussi. Pas en termes de que mes élèves ils soient forts comme moi, mais en termes de réussite éducative, de réussite en termes de transmission de ces valeurs, notamment dans ma section enfant. La section enfant, c'est celle qui explose le plus, parce que les professeurs que je forme, qui sont avec moi, on a créé tout un ensemble de cycles d'apprentissage où les enfants, ça leur apporte les enseignements de la vie, tu vois, pas que du jujitsu. Et c'est ça qui est difficile pour moi, c'est que je mets beaucoup d'attentes de performance éducative dans mon club. Et donc, oui, ça me demande énormément de travail pour y arriver. Je suis très investie là-dedans. Et cet investissement, il est très social. Et comme moi, je suis à la base de la base, j'ai fait beaucoup de travail sur ça. Je suis plus quelqu'un qui est un peu timide, réservé. Okay. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça parce que, en fait, la transmission et le travail d'équipe et le leadership, il est très important dans les relations sociales. Et c'est pas justement que la technique. Et oui, franchement, c'est dur de lier les deux, mais c'est essentiel pour moi. C'est-à-dire que moi, ça, c'est deux axes que je mène en parallèle et que j'essaie justement de toujours faire se coïncider. Alors, de plus en plus à haut niveau, y a des gros moments où il y a un écart et où je sais que c'est là qu'il faut que je parte, tu vois. Parce que forcément, je peux pas préparer de gagner une ceinture du UFC en même temps que je suis en train de préparer des jeunes enfants à devenir des futurs adultes. Donc oui, il y a des choix à faire, mais il y a des moments, tu vois, chaque chose en son temps. Je pense que c'est important de leader, en plus en anglais, tu vois, être le leader de ces deux projets, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, dans la vie d'un athlète, en tout cas. Après, je pense que c'est un peu, malheureusement, le quotidien des athlètes d'IJB, qui n'a pas vraiment d'argent. C'est compliqué, sauf pour vraiment le top. Et encore, même le top, on peut voir par exemple, je prends Warzinski, parce c'est quand même lui qui a régné là, ces dernières années. Il est encore obligé de faire sa tournée de stage. Bien sûr. Alors effectivement, il va faire de l'argent quand il fait ça, mais en fait, sinon ça rentre quand en fait? C'est compliqué. C'est vraiment un métier passion, hein, comme on dit, c'est-à-dire que ça demande tout ton temps. Et il y a plein de façons, par contre, de faire rentrer de l'argent. Oui. Mais justement, il faut être assez ouvert d'esprit pour comprendre que c'est pas que la compétition, tu vois, que tu vas faire ça. Il y a plein de chemins pour faire parvenir de l'argent. Il y a 3 chemins. Et c'est une vérité, ça c'est possible en tout cas, hein, quand on travaille dur. Alors, soit tu as un club, soit tu deviens champion et tu gagnes de l'argent avec des cours privés et des stages. Et soit tu fais un circuit comme la JP qui est rémunéré. Okay. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les 3... Ou maintenant... tu crées ton appli. Exactement. Digital. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est... Donc, il y a 4 façons. Et franchement, il faut se creuser la tête, mais quand tu veux, vraiment, tu peux. Il faut juste établir un bon plan, le suivre, et surtout agir chaque jour. Mais c'est particulier. Je trouve vraiment c'est que dans notre sport. Après, peut-être que je ne connais pas tous les sports où tu payes pour aller... Je sais pas, quand on n'est pas encore... mais tu payes pour aller te bagarrer, tu gagnes pas forcément d'argent, rarement. C'est un sport de riche, tu gagnes rien. C'est compliqué. Ah ouais, non, c'est clair. C'est compliqué. C'est clair. Mais après, je pense pas que c'est que notre sport. Hein. Je pense pas du tout, parce que vivre en tant qu'athlète, je pense de n'importe quel sport en France, c'est difficile. Mais après, sport de combat, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres sports où tu payes comme ça pour aller te bagarrer. Hein. Ah ouais, les compétitions sont payantes. Hein. Je pense pas que c'est aussi cher que l'IBJJF. Peut-être que je me trompe, mais Il faudrait se renseigner parce que je me mets pas dans mal les commentaires parce que je connais pas trop les autres, que ce soit la boxe ou quoi que ce soit, mais je sais que le tennis c'est cher. Le tennis c'est cher. Mais après la visibilité est pas la même non plus. Avec notre sport qui explose, je pense qu'on va commencer à avoir des changements qui vont être très bons pour les athlètes. Oui. Où on pourra aller à une compétition, même à un Open, et gagner, même si tu gagnes 50 ou 100 euros, ou te faire rembourser l'inscription, ce sera déjà un premier pas.
Ouais. Ben déjà, Bien je sûr. pense qu'on est sur la voie grandement. On est sur Parce la que voie. moi, je vois vraiment la différence entre ma ceinture bleue et ma ceinture noire aujourd'hui. Notamment, même, tu vois, on parlait des femmes tout à l'heure, mais même nous, en tant que femmes, on est en train d'avoir des cash prizes aussi élevés que C'est ceux vrai. des hommes. Donc, on est vraiment dans une époque où on a de la chance, quoi. Il y a un tournant, ouais. Mm. On n'a pas connu De ça à pouvoir Tyrone. vivre ça. Ouais. Ah non, bon. C'est pour ça que j'arrête C'est pas, pas grave. tu vois, pour Ouais, pouvoir tu- avoir un t'essayes de- petit peu le goût de De ce changement. ce changement-là. Mais bon, Bon, tu l'as quand même hein, quand on va ensemble à l'UFC, même si tu rentres pas dans la cage, enfin dans le truc, non, j'ai tu pas dit vis le le contraire. truc avec moi. Tu vis Quoi. le truc. Ouais. Bien sûr, C'est un rêve hein, qu'on vit, franchement. j'ai pas dit le C'est contraire. vrai que ça doit C'est un être fou. rêve Ouais. cher, Euh, c'est un rêve cher, oui. mais c'est un rêve. oui, Ils te prennent au sérieux, quoi. après, personnellement, tu sais, Florian, ça n'a pas été évident notre parcours, enfin mon parcours déjà en lui-même, et après pouvoir l'accompagner jusque-là. Aurélie, elle a été championne du monde ceinture violette et ceinture marron avant qu'on ait notre dojo, avant qu'on ait un toit, quoi. On était dans les installations municipales. Ça se passait pas forcément bien, tu vois. Donc, notre cher collègue Fred, il nous a ouvert les portes de chez lui. Et au début, on s'entraînait dans sa cour, quoi, dans son jardin, On tu vois. mettait des tatamis par On mettait terre, des bâches. on mettait une bâche dans le jardin. T'étais champion du monde. Man, je me suis préparée. Ouais. Mes championnats C'est du fou, monde ça. de violette, j'ai été championne du monde ceinture violette en m'entraînant dans la cour de Fred. C'est Ouais, voilà. tu vois. Attends, et on mettait les tatamis le midi, on les installait, Ouais. on s'entraînait, on les enlevait parce qu'il pleut Ouais. beaucoup en Guyane. On n'avait pas de toit, rien. Et on les remettait le soir, on les renlevait. On s'est déjà entraîné sous la pluie plusieurs fois parce que des fois, là, il pétait l'orage, ben, on continue à s'entraîner. Et Ah ouais, petit la à dure. petit. Ouais. Ah non, mais Ça me fait penser. Donc, C'est je me- Terra, non, qui s'entraînait dans un garage et qui. Ouais, je crois que Dans c'est dans un ça. ouais. garage, Du encore, monde, il avait un toit. Hein. Je crois que c'est ça. ouais. Oui, Nous, oui. C'était dans un jardin. Mais c'est fou, hein. Mais bon. Ouais. Quelle histoire. Mais Ouais, je ça fait partie de me notre histoire. remémore de tout ça. Enfin, j'ai ces souvenirs-là, tu vois, et arriver à l'UFC et arriver à faire un title shot, tu vois, C'est fou. c'est un sacré parcours, quoi. Ouais. En tout cas, Ouais, il faut que des fois que tu t'arrêtes et que tu regardes le chemin parcouru et que tu te Exactement, dises. ouais. Et ça va C'est vite, ça fort va ce que j'ai tellement fait, vite. quand Moi, j'ai l'impression, je dis aux gens, j'ai l'impression que je suis dans une fusée. Ouais. Et tu sais que je peux même pas faire ça, que je suis déjà plus loin. T'accroches. donc en tout cas, avec de la volonté, tout est possible. Ah ouais, c'est clair, c'est des valeurs dans lesquelles la discipline, la Ouais. volonté, la détermination, mon pauvre, tu peux conquérir le monde avec tout ça. Sur cette très belle phrase, j'arrête là. On a fait nos 1h30. Merci infiniment, c'était vraiment super agréable, super Merci à intéressant. toi. Il y a eu plein de sujets abordés. Merci encore pour votre venue. Bonne chance pour Rome. On se voit là-bas, de toute Ouais, façon. carrément. Euh, On créera pour toi. Merci encore à la NR Fight pour le sponsoring de Merci, cette Nico. émission. Donc, si vous voulez découvrir ou vous expérimenter dans la lutte à livrer, 3 clubs sur Paris, dès 4 ans pour les enfants, des cours débutants, des profs expérimentés, formés, et tout ça sous la tutelle de Nicolas Régnier, 6 fois ADCC vétéran. Merci Nico, merci à tous, merci Tyrone et Aurélie. À bientôt.